Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission Avec Judith diffusée sur YouTube Première et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Roselyne Bachelot-Narquin. Bonjour à vous. Vous avez été ministre de l'écologie et du développement durable sous la présidence de Jacques Chirac, ministre de la Santé et des Sports, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale sous Nicolas Sarkozy, et puis ministre de la Culture sous la présidence d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous présidez 14 associations humanitaires et culturelles et vous êtes chroniqueuse sur RTL, France Musique et Forum Opéra. Et puis vous avez publié plusieurs ouvrages, dont notamment Une omerta française, Secret d'enfance aux éditions Plomb. Sacré monstre également aux éditions Plomb. Et puis Corentine chez Plomb également, dont on va parler. Et enfin, 682 jours, le bal des hypocrites, toujours chez Plomb. Mais avant de commencer cet entretien, vous vouliez nous dire quelques mots sur l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, décédé. Effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler avec Lionel Jospin dans la commission de rénovation de la vie politique à la demande de François Hollande. C'est la dernière chose que nous avons faite ensemble. Et puis auparavant, bien sûr, j'étais député quand il a exercé des fonctions de Premier ministre de 1997 à 2002. Et j'étais le leader de l'opposition, orateur du groupe RPR sur les textes sociaux, c'est dire si on a croisé le fer souvent, mais j'ai toujours eu en lui un adversaire extrêmement respectueux, courtois, qui, contrairement à ce qu'on pense, ne manquait pas du sens de l'humour. Et puis, j'étais évidemment porte-parole de Jacques Chirac en 2002, lors de du fameux premier tour, coup de tonnerre. Et j'étais seul avec Jacques Chirac quand on a entendu la fameuse déclaration « Je quitte la vie politique ». Et c'est un grand monsieur de la République qui s'en est allé il y a quelques jours. On se souviendra aussi d'une image d'intégrité. Alors venons-en à notre entretien. Vous avez eu de très nombreuses responsabilités. Vous avez exercé plusieurs métiers, dont celui de pharmacienne. Vous avez des engagements majeurs pour l'égalité entre les hommes et les femmes, contre les violences sexuelles, notamment sur les enfants. Alors, je ne vais pas vous demander d'où vous vient toute cette énergie. Mais, Roselyne Bachelot, on ne se construit pas tout seul. On est le résultat d'interactions humaines, notamment avec ses proches, et en particulier avec eux. Et il me semble que vous devez beaucoup, au moins à 3 personnes. Corentine, votre grand-mère maternelle, Yvette Ledu, votre mère, et Jean Narquin, votre père. Et on va commencer par Corentine, à qui vous avez donc consacré un livre qui se lit comme un roman, d'une vraie écrivaine. Et vous dites... Quand je suis entrée à l'Élysée pour mon premier conseil des ministres, c'est Corentine qui, dans mon esprit, m'accompagnait. Oui, la figure de Corentine est une figure marquante parce que cette petite fille qui a 7 ans est placée et vendue par ses parents dans cette Bretagne minée par la pauvreté et un certain nombre de discriminations extrêmement fortes. Quand le maire du village vient dire à mon arrière-grand-père « on ne peut placer les enfants qu'à partir de 10 ans », il va aller chercher dans la ferme où elle est placée, il va aller chercher Corentine et elle va lui répondre « non papa, ici je mange à ma faim ». Ma grand-mère était bretonnante, elle parlait le breton, elle a appris le français très tard, mais ensuite elle va quitter cette ferme où elle est placée. Elle va être placée dans des maisons bourgeoises et aristocratiques. Elle va perdre son premier mari, Jules, à la bataille de la Marne, à la première bataille de la Marne. Elle a une petite fille posthume. Elle rentre dans une usine où on fabrique des obus. Elle est militante de la CGT. Oui, pour améliorer la condition de travail des femmes. À la fois les conditions de travail, avoir des toilettes, avoir un endroit où on peut préparer son petit frigidaire. Alors, elle réclamait l'égalité de salaire qu'elle n'a pas obtenue parce que c'était trop tôt, il y avait trop de discrimination.
Mais c'est la force de la volonté de ma grand-mère qui m'anime. Quand elle va chercher maman à la Libération, il n'y a plus de train, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de voiture. Elle va la chercher à Paris pour rentrer en Bretagne, à 400 kilomètres, et elle lui dit: «Il n'y a pas de problème, on rentre à pied». Elles s'achètent un jambon au marché noir et ce jambon leur sert à la fois à manger, mais aussi une monnaie d'échange pour obtenir quelques victuailles ou le droit de coucher dans un hangar sur la paille. Et chaque fois que j'ai eu des difficultés, je me suis dit: «Il n'y a pas de problème, je rentre à pied». Vous dites ce qui caractérise Corentine, c'était la force terrifiante de sa volonté. Vous ressemblez à Corentine? Je suis sans doute pas suffisamment forte pour être digne d'elle, mais en tout cas, elle m'inspire, hein. Elle m'inspire profondément. C'est le refus de l'assignation, Corentine. C'est le fait qu'on peut faire de sa vie un destin. Et franchement, elle avait cette sorte de port de tête, de noblesse aristocratique. Cette paysanne bretonne, elle avait plus de classe que bien des comtesses ou des duchesses. Et c'est vrai qu'elle m'inspire extraordinairement, son élégance naturelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a participé à la résistance, elle a caché des juifs dans le grenier et des aviateurs canadiens. Ah oui, c'était assez extraordinaire puisque ces aviateurs canadiens avaient, par une erreur de parachutage, tombé, ils avaient atterri dans ces montagnes noires, donc ils étaient cachés dans la cave. Ils ont pu s'enfuir parce que mon grand-père, qui était tailleur, leur a fabriqué des vêtements civils. Les Juifs étaient dans le grenier et puis la commandanture avait réquisitionné pour le quel était son grade, capitaine ou commandant, avait réquisitionné la plus belle chambre du premier étage chez mes grands-parents, qui habitaient sur la place principale du village. Et finalement, elle a pu gérer ça. Ces trois groupes improbables ne se sont jamais rencontrés. Et donc, je vais montrer d'ailleurs une photo de votre mère avec Corentine, votre mère, la deuxième personne qui vous a fortement influencé. C'est votre mère, Yvette, chirurgienne dentiste, orthodontiste et biologiste, bretonne et catholique. Et vous avez été scolarisée dans les écoles catholiques et vous rendez hommage à des enseignantes remarquables. Mais vous dénoncez l'hypocrisie sur la sexualité. On mettait en scène la virginité, mais en réalité, l'atmosphère était hyper sexuée. Votre mère a su intervenir à temps, fermement, et elle vous a mis en garde contre les prédateurs sexuels. Et dans votre livre, vous dénoncez non seulement les prêtres criminels, mais leurs complices et l'omerta généralisée. Ces deux femmes sont effectivement des femmes cardinales dans ma vie. Et les chiens font pas les chats, comme dit le proverbe un peu vulgaire. Mais ma mère, Yvette, m'a appris énormément de choses. D'abord, elle m'a appris le goût de lire et le goût intellectuel. C'était une grande liseuse. Valérie Larbaud disait: la lecture se visse impunie. Elle aurait pu mettre ça en exergue. Mais surtout, elle m'a donné des outils intellectuels, les outils intellectuels de mes combats, et en particulier de mes combats féministes. Elle me faisait lire Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Margaret Mead, Betty Friedan, mais en m'expliquant. De la même façon, dans mon combat contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, elle me fait lire Les amitiés particulières de Père Fitte, mais en m'expliquant, en discutant très au fond. Et bien sûr, elle a traversé un drame épouvantable alors qu'elle était jeune fille, le suicide d'une de ses amies, violée par un prêtre, enceinte, et qui s'est suicidée en se jetant dans un puits qu'il y avait dans l'institution où elles étaient pensionnaires. Et la petite retirée du puits, les parents mis en accusation, elle-même traitée de fille de mauvaise vie, on lui refuse... Marianne. Marianne, oui. On lui refuse d'être enterrée religieusement, on la jette carrément dans le trou, sans autre forme de cérémonie. Et ma mère avait été extraordinairement marquée. Donc, quand l'aumônier de l'institution avait imaginé des entretiens en tête-à-tête pour nous préparer à notre vie de femme,
je mets tous les guillemets du monde. Ma mère, je la revois comme si c'était hier, c'était encore le téléphone à cadran, vous savez, se dirige vers le téléphone. Passez-moi la mère supérieure. Ma mère avait un ton, il était difficile de lui résister. Et ma mère, j'apprends que M. l'aumônier a des entretiens avec ma fille. Je vous signale que j'interdis formellement ce genre d'entretien et que si ça devait durer, je retirerais ma fille de l'institution. Ça a permis à, non seulement pour moi, mais à l'ensemble des petites qui étaient avec moi. Mais finalement, il n'a rien fait, cet aumônier, mais on le mettait en danger faire ça. Il y avait une sorte de naïveté que ma mère combattait. De déni, oui, bien sûr. Et pour vous, le combat contre la pédocriminalité dans l'Église, mais pas seulement dans l'Église, il est loin d'être terminé? Ce qui me frappe dans ma vie, c'est que la pédocriminalité, elle sévit dans tous les milieux, sévit bien sûr, et on l'a vu avec les derniers événements abominables dans le périscolaire à Paris, bien sûr. Elle sévit dans le sport, elle sévit dans les conservatoires, elle sévit... quand j'étais ministre des Sports, j'ai vu des choses, j'ai fait le premier plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, dans les familles. Le premier lieu où vous risquez d'être agressé, c'est dans votre propre famille, par votre propre père ou un proche, un grand-père, un oncle, un ami de la maison. L'enfant est considéré, hélas, trop souvent, comme la propriété des adultes, mais pas comme un être qu'il faut protéger. On pourrait en disposer à loisir et c'est insupportable. Vous savez, quand la loi interdisant les châtiments, les violences corporelles ou psychologiques sur les enfants, il y a quelques années, et j'étais à ce moment-là sur une chaîne d'infos, et il y avait des débats où j'étais seule à défendre cette loi et où des gens honorable disait « Mais comment l'État intervient dans les familles ?» Mais encore heureux que l'État intervient dans les familles pour protéger les enfants. Ils en danger d'autrui. Mais bien sûr. Ah, mais Bon, c'est pas la première fois que vous êtes seul, puisque on va en venir à votre fameux discours, célèbre discours du Pax. Mais c'est grâce à cette éducation, en tout cas, que vous pourrez beaucoup plus tard, écrivez-vous, dire à mon fils de 7 ans, un jour tu seras amoureux, cela sera d'un homme ou d'une femme, et pour moi, ça sera exactement pareil. Et à un moment fort, donc peut-être le plus fort de votre carrière parlementaire, c'est donc votre discours en faveur du Pax en 1998. Vous êtes la seule députée de votre groupe RPR à voter pour, et selon votre habitude, vous parlez cash. Qu'est-ce que vous ressentez ce jour-là? C'était un moment d'une émotion considérable. Et surtout, j'avais l'impression d'emmener avec moi des milliers, des dizaines de milliers de gens qui avaient souffert, qu'on avait discriminés. Et c'était un moment d'une intensité, il y avait un silence dans l'hémicycle que je n'ai jamais réentendu. Et je suis une vieille parlementaire, j'ai été également au banc du gouvernement. C'était d'une intensité incroyable. Les tribunes du public étaient remplies de monde. Et il y a des gens qui m'ont écrit à la suite des députés qui étaient là, et sans doute le message le plus émouvant que j'ai reçu, c'est un député qui m'écrit « Je suis député depuis 10 ans, je me suis demandé toujours pourquoi j'étais là, quelle était ma mission, et en vous écoutant, j'ai compris pourquoi j'étais là. » Et c'est vrai que ce discours, dont je suis très fière, et qui est classé parmi les 10 plus beaux discours de la République, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, dire du bien de vous, et puis ça circule, on ne sait plus d'où c'est venu. Voilà. Et il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me récitent par cœur ce discours. Vous avez déclaré « Le Pax a-t-il pour origine une revendication partie des associations homosexuelles ?» Eh bien oui. Et vous terminez, ils et elles veulent ni le dégoût des saintes nitouches, ni la commisération des dames patronesses. Nous ne reconnaissons qu'une seule communauté, la République. Ouais.
Et à la suite de cette prise de position, vous avez subi une campagne de calomnie et d'insultes sexistes. Et vous avez dit: j'ai affronté tous les ragots crapoteux qui sont le lot des femmes en politique, toutes les mises en cause de mes compétences. L'égalité entre les femmes et les hommes en politique, bon, c'est formellement acquis, mais elle nécessite toujours une révolution culturelle. Oui, et je dois dire que celles et ceux, parce qu'il y a des hommes qui combattent aussi pour les femmes, mais il faut d'abord compter sur nous, hein, bon, sur nous-mêmes. Je dois dire, on a pu penser à un moment que les choses étaient réglées. Et moi, je vois les ferments de la discrimination qui fleurissent. On voit des combats masculinistes quand un récent sondage paru il y a quelques jours dit que 32% des jeunes hommes pensent que les femmes doivent obéir à leur mari et que l'homme qui partage leur vie a un droit de, comment dirais-je, de commandement, de possession sur elle. On pensait ces combats gagnés. Il faut toujours se battre. Alors c'est vrai que j'ai écrit cette loi paritaire avec mon ami, ma camarade de lutte, Gisèle Halimi. On a écrit cette loi dont Alain Juppé n'a pas voulu et dont Lionel Jospin, dont nous parlions au début de cet entretien, s'est réemparé avec Élisabeth Guigou comme garde des Sceaux. Mais vous voyez, quand Élisabeth Guigou est montée à la tribune, en tant que garde des Sceaux, car c'était une réforme constitutionnelle que d'inscrire la parité, elle s'est tournée vers moi et elle a dit: nous savons, madame, tout ce que cette loi vous doit. Et je me suis dit, c'est bien parce que c'est une femme qu'elle a cette élégance. Je ne sais pas si le garde des Sceaux avait été un homme, s'il eût procédé de la même façon. Enfin, je suis peut-être un peu... Raymond Forny, quand même, le vice-président de l'Assemblée nationale, avait déclaré: je me réjouis d'être à la place où je suis aujourd'hui. Absolument. La troisième personne qui a joué un rôle très important dans votre carrière politique, c'est votre père, Jean Narquin. Alors, il était, comme votre mère, chirurgien-dentiste, et j'ai vu que pendant la guerre, il avait été membre des FTP, les francs-tireurs partisans du Morvan, organisation créée par le Parti communiste. Et puis ensuite, il a été donc gaulliste, un gaulliste fidèle, et il devient député du Maine-et-Loire à la demande du général de Gaulle en juin 68, et il le restera pendant 20 ans, et vous allez reprendre le flambeau, ce qu'on voit ici. C'est ça, c'est mon élection, et c'est mon père qui m'offre, quelle émotion, qui m'offre son écharpe tricolore de député et qui m'en ceint. C'est un moment effectivement... C'est votre première élection. C'est ma première élection en juin 88. Et votre père était un gaulliste, mais pas un godillot. Non, non, pas vraiment. Mais il est dans les fondateurs du RPF, puisque j'assiste avec lui, j'ai 9 mois et demi, ma première réunion politique, me voilà avec lui. À ma première réunion politique, j'ai donc 9 mois et demi à la fondation du RPF dans le Cher, à ce qui est la Maison de la Culture de Bourges. Donc quand j'ai rendu visite à mon ami Yann Gallu, maire de Bourges, qui vient d'être réélu d'ailleurs à la mairie de Bourges, je suis passé devant ce bâtiment et le général de Gaulle m'a embrassé sur la joue. J'étais petit bébé dans un châle, comme ma mère attendait son deuxième enfant. Mon père m'avait emmené, jeune résistant. Et le général de Gaulle lui avait confié une drôle de mission. Enfin, une drôle de mission. Une mission importante, puisque toutes les rédactions avaient collaboré. Il lui avait confié la rédaction en chef d'un grand titre de la presse quotidienne régionale. Et donc, mon père a été journaliste. Et quand je suis arrivé en politique, quand j'ai eu mon premier mandat, il m'a dit: tu vas avoir affaire aux journalistes. Il y a 3 choses que tu ne dois jamais oublier. 1, un journaliste n'est jamais ton ami. Ça dépend quand même. 2, on mentira sur toi, on te vilipendera, ne te donne pas la peine de répondre. La réponse, la rectification qu'on te fera passer sera pire que le mal qu'on t'aura fait. Les chiens aboient, la colombe passe. C'est ça. 3, par contre, il m'avait dit:
On ne répétera pas. Il n'y a pas plus paresseux qu'un journaliste. Donc, quand tu lui auras mâché le travail, il préférera le travail que tu lui as mâché à celui qui l'aura fait lui-même. Je dois dire que, en 40 ans de vie politique, j'ai à peu près vérifié tous les jours les aphorismes de mon père. Et est-ce que vous êtes pareil? Vous défendez vos convictions, Roselyne Ah oui, Bachelot? périnde à cadaver. C'est-à-dire que mes parents m'ont donné le goût de l'intellectuel. C'est-à-dire que je ne fonde pas mes prises de position sur un sondage d'opinion qui peut varier au fil du temps. Quand je milite pour le PAC, si je suis au CIF, qui s'appelait le contrat d'union civile et sociale au départ, c'est pas parce que je me suis dit, ah bah tiens, ce serait bien. C'est il y a 10 ans que je travaille dans des associations avec Jean-Pierre Michel, avec Gérard Baquignas, avec Jean-Paul Pouliquen, avec Jacques Autexier, le petit noyau de gens qui se sont réunis pour bâtir la structure de ce qui deviendra le PAC. Donc, moi, je suis d'abord une intellectuelle. Et à partir du moment où on a un combat idéologique, une structure idéologique, on n'est pas une feuille au gré du vent. On a des combats, on les mène, on peut perdre des batailles, mais c'est pas pour ça qu'on renonce à les poursuivre. Et votre père, d'ailleurs, il avait voté pour la loi pour l'avortement, Voilà, également exactement. pour l'abolition de la La peine de peine de mort. mort, on a un peu l'habitude dans la famille d'être des francs-tireurs. D'ailleurs, vous savez, mon nom, Narquin, qui est mon Oui. vrai nom, ça signifie en vrai français à la fois l'arquin, c'est-à-dire l'archer, mais aussi le narquois, c'est-à-dire celui qui tire des flèches. Et c'est ça, en fait, ma devise. Je tire les flèches du ton ou du combat et les flèches de l'ironie. À la perfection. Et votre parcours politique se situe donc dans la continuité du gaullisme. Vous êtes fidèle à vos racines familiales, mais vous êtes aussi une personne qui assume ses ruptures. Mais votre rupture la plus intime, c'est peut-être celle avec l'Église. Ministre de la Culture, en septembre 2020, recevant l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, vous lui déclarez: nous allons bien nous entendre, car nous avons à mener ensemble le chantier de Notre-Dame de Paris, mais je veux être franche avec vous, je considère que l'Église est une organisation criminelle. Vous le pensez vraiment? Je le pense parce que des prédateurs, il y en a dans tous les circuits, dans tous les milieux, et l'actualité nous le répète et nous le rappelle. Mais il y a eu une omerta de la part de l'Église, il y a eu une organisation qui s'est mise en place pour cacher ces crimes, et d'ailleurs j'en raconte un certain nombre, à la fois des choses personnelles dans mon entourage proche, mais aussi des choses qui ont été documentées maintenant par la SIAZ, la fameuse commission sur les abus sexuels dans l'Église. Il y a 230 000 adultes vivants qui ont subi des violences dans l'Église. Alors, il y a des progrès qui ont été faits, mais c'est pas possible. Il y a une rupture là qui est pour moi une rupture irrépressible. Ceci étant, je ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble des personnes, et c'est pour ça d'ailleurs que ce dernier livre est dédicacé aux 3 religieuses qui m'ont tellement apporté. Sœur Raymonde Lostis, mon professeur d'histoire, qui m'a donné le goût du combat politique, hein. Mère Sainte-Cécile, musicienne incomparable, hein. Mon professeur de musique et de piano, et puis Sœur Jeanne-Marie Rousselière, que j'ai accompagnée jusqu'à la fin de sa vie, et qui me dit: ma petite Roselyne, je prie pour vous le mercredi. Je lui dis: est-ce que vous ne pensez pas qu'un 2e jour serait nécessaire vu le poids de mes péchés? Elle me dit: non, parce que le lundi je prie pour le président de la République, le mardi pour le Premier ministre, le jeudi pour le maire d'Angers. Elle dit: j'ai plus de place. Alors, autre rupture, avec certains membres de votre famille, votre frère qui, comme votre ex-beau-frère, ont rejoint l'extrême droite. Alors vous êtes totalement hostile à l'extrême droite et vous dénoncez, comme le faisait l'ancien président Jacques Chirac, toute alliance entre la droite républicaine et l'extrême droite. Comment voyez-vous l'évolution de votre famille politique? De mon ex-famille politique, puisque je ne me reconnais plus dans LR. J'ai arrêté mon adhésion
en 2012, donc ça fait 14 ans. À l'UMP, donc. Voilà, avant la création de LR, vous avez raison, parce que j'étais un des membres fondateurs de l'UMP. Et pour moi, le discours de Jacques Chirac à Rennes en 2002 reste le discours fondateur de ce refus absolu de l'alliance avec l'extrême droite. On a une histoire familiale, vous rappelez les errances de mon frère, mais l'opposition à l'extrême droite, l'OAS a donc déposé une bombe sur le portail de l'habitation de mes parents. J'ai vécu pendant plusieurs mois avec des policiers avec des policiers qui gardaient la maison quasiment à la porte de ma chambre. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et véritablement, ce qui se passe en ce moment avec certains qui s'acoquinent avec l'extrême droite est absolument insupportable. Je remarque d'ailleurs que LR ne l'a pas fait lors des dernières élections municipales. Ils se sont bien conduits. J'espère que ça continuera parce que les tentations sont fortes. L'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Oui, je parle de choses effectivement que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous écrivez comment se réclamer du catholicisme et demander la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, constituer des gros bataillons des climato-sceptiques, tenir des discours xénophobes et prôner l'expulsion des migrants. Quand l'extrême droite elle arrive au pouvoir, c'est les droits acquis des femmes qui sont également menacés? Moi, ce qui me révolte, c'est l'apparition de ce que j'appelle un pagano-christianisme. C'est-à-dire un christianisme de façade, faisant appel à des valeurs qui seraient constitutives d'une identité nationale, et d'avoir des gens qui, par ailleurs, militent pour des politiques qui sont orthogonales avec la doctrine de l'Église. Je rappelle les 2 encycliques du pape François, c'est-à-dire Laudato Si, qui est un manifeste d'écologie radicale. Une encyclique, c'est pas un truc, si vous pouvez faire ça, ce sera bien. Non, c'est un dogme d'une écologie radicale et Fratelli Tutti, c'est-à-dire tous frères, l'accueil du migrant, l'accueil de l'étranger, l'accueil de l'autre. Et ça, c'est insupportable. Alors, je suis révolté quand je vois Madame Le Pen aller soutenir la campagne de Monsieur Orban. En Hongrie. En Hongrie. Quelqu'un qui est affilié avec les Russes contre les Ukrainiens, qui veut qu'on arrête la fourniture de matières énergétiques à l'Ukraine, qui est quelqu'un qui met en cause les libertés fondamentales et l'état de droit. Mais enfin, est-ce qu'on va se révolter? Est-ce qu'on va dire ce qu'il faut dire? En tout cas, je le dirais. Dans la vie en général et dans votre vie en particulier, il n'y a pas que la politique, il y a la culture. Et pour vous, il y a l'opéra. Et vous avez écrit Verdi amoureux. D'où vous est venue cette passion? Alors, j'ai d'abord été une musicienne fondamentale, c'est-à-dire le chant et le piano. Et le choc amoureux de l'opéra est survenu assez tard, grâce à un ami qui est aussi très important dans mon combat contre les discriminations et pour lequel j'ai écrit un de mes tout premiers livres, Le Pax entre haine et amour, Christian, qui est mort du sida peu de temps après, et qui m'a emmené à Vérone pour la première fois. On n'allait pas à l'opéra, ma famille était d'origine modeste, on allait voir à Noël une opérette, Violettes impériales, La Route fleurie, etc. Mais ce n'était pas l'opéra. Et là, à Vérone, c'est le choc de la musique, du décor, de ces voix humaines qui vous transpercent. Alors j'ai d'abord eu une décennie verdienne, puis mozartienne, puis wagnérienne. Et tout ça, ça ne s'est pas remplacé, les uns n'ont pas remplacé les autres, mais ça a formé un millefeuille de sensations absolument délicieux.
Et vous êtes comme Verdi, vous avez plusieurs fers au feu parce qu'il écrivait, on vous lit dans votre livre qu'il écrivait 2 opéras, il travaillait sur 2 opéras en même Oui. temps, le Trouvère, la Traviata. Ah, bien sûr, je vais à Bayreuth, mais je suis à l'Opéra de Paris et j'assiste, oui, à une cinquantaine d'opéras par an. Mais je ne suis pas exclusive opéra, je vais à des concerts, mais je peux me déplacer. Il y a quelques jours, j'étais à Lyon pour regarder le Billy Budd de Britten, et je peux faire beaucoup de chemin pour un opéra que j'aime ou un artiste que j'aime, comme Ludovic Tézier, le baryton, ou Jonas Kaufmann, le ténor, mon ténor chéri. Et le ministère de la Culture est le ministère que vous avez préféré. Vous l'avez quitté à regret en 2022. Ce fut, dites-vous, un deuil douloureux, un arrachement que je porterai tout au long de mon existence. Mais vous l'avez surmonté, Ah oui, ce oui, deuil. tout à fait. Moi, je suis une femme qui vit dans le présent. Mais ça m'est arrivé à chacun des ministères que j'ai exercés. Non pas que je voulais m'accrocher, puisque j'avais dit au président de la République que je ne souhaitais pas continuer, parce que d'abord, je suis trop vieille. J'étais déjà la doyenne du Conseil des ministres, donc ça ne peut pas être une situation qui dure d'être la doyenne du Conseil des ministres. Mais j'entretiens en particulier avec mes équipes des liens extrêmement forts qui perdurent d'ailleurs encore aujourd'hui. On se voit, on se parle, on fait des petites bouffes. Voilà, donc c'est un arrachement de quitter ces personnes, de quitter tous les gens avec qui j'ai travaillé. Je marche pas à l'affect, mais je marche à l'affectif. Donc, voilà. Et alors, vous êtes chroniqueuse, journaliste à la télévision, vous avez été animatrice, vous connaissez bien le monde des médias et ses problèmes. Que pensez-vous de la réforme de l'audiovisuel public qui était envisagée? J'y suis formellement opposé. Et Pourquoi? je l'ai dit, que dans l'audiovisuel public, il y ait des analyses, il y ait des commissions d'enquête, il y a si, comment dirais-je, des choses qui ne vont pas dans toutes les organisations humaines. Toutes ces organisations sont perfectibles et c'est le rôle du politique de dire ça va pas, il y a telles errances, il y a telle difficulté. Mais c'est un patrimoine des Français qu'un audiovisuel public fort, accessible finalement à tous, avec de la qualité des programmes. Quand j'entends dire il faudrait que l'audiovisuel public soit financé par la publicité, mais est-ce qu'on réalise à quel point c'est une ânerie? C'est-à-dire qu'on met les rênes de l'audiovisuel public entre les mains de ceux qui, entre des mains, comment dirais-je, j'allais dire capitalistes, commerciales. C'est plus les programmes à ce moment-là, ils sont décidés par la puissance financière. Ah oui, on veut bien. Je l'ai dit d'ailleurs à la commission d'enquête, on veut bien nous laisser à l'audiovisuel public, on veut bien nous laisser le Téléthon ou les Jeux paralympiques, puis tout le reste, on va le donner aux puissances de l'argent, mais c'est insupportable. Et la suppression de la redevance, c'était une erreur? Ou pas? Finalement, je crois que c'était une erreur. Parce que, d'abord, c'est la suppression de la taxe d'habitation qui était une bonne chose, qui a entraîné la suppression de la redevance, puisqu'elle était collectée par l'intermédiaire de la taxe d'habitation. Enfin, je ne veux pas être trop technique dans cela, mais ça donnait le sentiment qu'on payait quelque chose. Il y avait toutes sortes d'exonérations qui étaient extrêmement importantes et qui protégeaient les plus faibles. Mais finalement, 139 €, c'était pas cher, hein, quand on voit les mêmes se payer des abonnements sur certaines plateformes. Non, mais je ne veux pas d'un holding qui serait la préfiguration d'une fusion. Il y a une identité à Radio France, il y a une identité
À France Média Monde. à France Média Monde, bien sûr. Mais vous savez, quand j'ai été nommée ministre de la Culture, mon premier déplacement a été pour Radio France, hein. Et comment vous voyez le développement de l'empire Bolloré et l'influence du milliardaire Pierre-Édouard Stérin? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur ce pagano-christianisme. Il en est l'illustration vivante, hein, avec toutes sortes d'idiots utiles. Je me suis révoltée contre le journal du JD News qu'on trouve dans tous les taxis. Et je dis, mais enfin, chez mon coiffeur qui avait un paquet de JD News qu'il mettait dans son. Je dis, mais pourquoi vous mettez ce journal qui est un journal militant? Il a le droit d'exister, mais enfin, pourquoi vous le mettez? Il me dit, mais je trouve un paquet gratuit à mon entrée le lundi ou le mardi, je ne sais pas. Mais enfin, je dis, si on vous mettait l'humanité, vous le mettez. Ah ben non, je ne fais pas de politique. Ben, je dis, si, vous en faites. Il n'avait pas réalisé. Pareil, dans l'hôtel où je passais mes vacances, je demande le directeur, je dis, vous posez sur le bureau d'accueil, là sur la réception, vous posez ce journal. Ben oui, mais on nous le dépose. Il faut être un peu cortiqué, là. Ils avancent masqués. Si vous êtes militant, alors là, moi, tout à fait d'accord, vous le faites, c'est très bien. Mais les idiots utiles. Malgré la situation nationale et mondiale inquiétante et parfois désespérante, vous inspirez non seulement l'énergie, mais la joie de vivre. Et on vous connaît et on vous apprécie pour votre liberté de parole, votre liberté de ton, votre humour, votre rire et votre goût pour les vêtements de couleurs vives, comme on le voit encore aujourd'hui. Absolument. Alors vous qui aimez les couleurs, est-ce que vous allez vous rendre à l'exposition du peintre Matisse? Évidemment, évidemment, quel génie. Tout est beau, puis d'une modernité absolument incroyable. Ah là 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 là, bien sûr, Matisse. On a vu tellement de belles choses. Il y a eu une belle exposition aussi à la Fondation Vuitton, il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans. Les peintres fauvistes, ça vous inspire? Oui, bah oui, évidemment. Mais vous savez que j'ai été souvent attaquée pour ce goût des couleurs qui était le mien, du rose, du vert, assez violent. Mais c'est aussi, c'est une marque de fabrique, bien sûr. Mais ma mère, qui était la fille d'un tailleur, tailleur homme, tailleur dame, aimait beaucoup les beaux vêtements. Il y a une très belle, il y a un très beau monologue de Don Juan qui dit le vêtement, c'est ce qui est le plus près de vous, c'est ce qui vous donne de la force. Et ma mère adorait nous habiller. D'ailleurs, avec ma sœur, on nous appelait les petites roses. Voilà. Vous dites aussi que les vêtements, ça protège. Ça protège, oui, ça donne de la force. Alors, quelquefois, évidemment, le risque, c'est qu'on vous réduit votre vêtement. Et je me souviens, j'avais fait une petite étude quand j'avais conduit la liste européenne pour ce qui était encore la circonscription du Grand Ouest. Et les journaux, donc ça allait du Télégramme de Brest à Sud-Ouest, à Royan. Tous les articles commençaient par la description de mes toilettes. Un peu réducteur quand même. Alors j'ai parfois oscillé, je me suis demandé, mais alors est-ce que je ne devrais pas m'habiller en marron et en noir et en bleu marine? Je faisais ça pendant une semaine, puis ensuite je rouvrais mon armoire, je regardais mes tailleurs colorés. Mes chéris, me revoilà. Ça vous permet aussi de sortir de la grisaille, non? Oui, oui, bien sûr. Puis j'aimerais aussi que les hommes quittent leur vêture si sinistre. Mais il y en a d'ailleurs, il y a quelques hommes qui commencent. Jean-Paul Gaultier a ouvert la voie. Et en politique? Je cherche s'il y a quelqu'un qui est en couleur dans les hommes. J'en vois pas. Vous en voyez, vous? Non, on voit que vous, dans une vache.
Voilà. Merci beaucoup d'être Merci à venue. vous. Merci Roselyne Bachelot et merci Madame la Ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Et puis on se retrouve prochainement sur YouTube Première de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Merci à vous tous.